nous avons avec nous M. Omar Seck Ndiaye. Omar Seck Ndiaye, il est journaliste, expert média, écrivain. Je pense qu'il a écrit un ouvrage qui fait référence Requiem ou Tedum pour les médias, donc qui mérite même d'être revisité dans ce contexte particulier. Donc il est journaliste, il est formateur, donc il a eu à mener beaucoup d'études sur le cadre légal, juridique, des études comparatives, voilà, entre le Sénégal, la Guinée, etc. Donc Omar va nous entretenir sur le contexte du Sénégal. Le Sénégal qui a une loi sur la diffamation, donc qui est dans le code pénal depuis, disons, 1965. La loi n'a pas changé. Malgré même l'adoption de la code de la presse, c'est des dispositions qui ont été maintenues. Avec la révision même du code pénal de 2016, je pense que les dispositions restent les mêmes. Finalement, la question c'est qu'est-ce qui a changé entre-temps? Pourquoi ce pays qui veillait sur la liberté d'expression des journalistes et des médias, malgré la sévérité de la loi, mais il y avait une certaine tolérance je dirais, de certaines dérives, etc. Pourquoi on en arrive à ce que les journalistes aujourd'hui aillent systématiquement en prison et qu'il y ait beaucoup de convocations, beaucoup d'arrestations, etc., etc. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Donc, je vais donner la parole à Omar Seck Ndiaye pour 15 minutes. Merci. Merci, Biram. Bon, Biram a dit 15 minutes. Bon, le problème c'est que moi je marche au diesel. C'est à partir de 15 minutes que vraiment que le moteur va chauffer. Donc il va me couper au moment où le moteur va vraiment être. Bon. Donc par rapport au thème, à la thématique, l'utilisation des lois sur la diffamation pour restreindre la liberté de la presse. Bon, je pense que la pertinence de cette thématique peut se justifier pleinement. Et par rapport à ça, on peut déjà partir de faits qui peuvent légitimer cette interrogation. Parce que depuis quelques mois, pour ne pas dire quelques années, le contexte sénégalais est marqué par l'arrestation, la répression de journalistes ou, je dirais même parfois, la fermeture d'organes de presse. Et on a aussi des cas particuliers avec l'affaire Pape Ndiaye de Walfadjri, l'affaire Sidi Abadi qui a été photographe reporter Sud, dont le matériel elle a été violenté et son matériel confisqué. Walf a eu une fermeture de fréquence au motif que l'information n'était pas responsable. Comme en information, les faits sont tutus, on a vu quelques jours après la France connaître des manifestations beaucoup plus violentes et ces manifestations ont été diffusées dans tous les médias. Donc ça veut dire que l'argument de l'information responsable ne tient pas la route si on interroge les faits et si on fait un peu de médias comparés. Bon, ça c'est une chose. Il y a aussi le cas Fatou Diop qui a été aussi agressé par les forces de l'ordre. Il y a l'histoire de Pape Alé Niang. Donc les faits sont légion. Et puis aussi, il y a des faits plus concrets comme le rapport de Reporters sans frontières. En 2022, le Sénégal était 70e sur 180 pays, si on comparait. Un an plus tard, le Sénégal est 104e sur 180. Donc il y a un recul de 31 places. Ça interpelle. Pourquoi en une année, un recul, je ne dirais même pas un recul, je dirais un bond en arrière de 31 places. Donc tout ça, ça nous interpelle si on parle du concret. Maintenant, pour en revenir à la diffamation et la liberté de la presse, bon, comme disait un de mes profs, la diffamation, la liberté de la presse, il dit, c'est un couple incestueux qui a créé la situation.
Il y a eu des rapports incestueux entre la liberté de la presse et la diffamation, ce qui a créé la situation au Sénégal. Donc ça nous permettra après de revenir un peu sur le contexte. Et quand on parle souvent de diffamation, c'est bon de préciser les contextes, c'est allégation, imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne qui est punie de 40 000 à 100 000 francs d'amende, de 2 mois à 1 an de prison, c'est l'article 259. Et souvent on fait confusion entre amende et dommages et intérêts. Dommages et intérêts, c'est c'est pour réparer les préjudices de la victime. Donc l'argent va à la victime. Alors quand on parle d'amende, l'argent ne va pas à la victime, mais l'argent va dans la caisse du trésor. Donc il y a cette différence entre dommages et intérêts et amende. Et la loi parle d'amende. De 40 000 à 100 000 francs d'amende. 2 mois à 1 an de prison. Donc ça c'est un peu... Et ce qui est aussi bizarre, c'est que souvent, ce qu'on reproche à la personne accusée de diffamation peut être un fait avéré. Et ça, c'est ça le gros problème. Donc on ne suffit pas que le fait soit avéré ou pas, on voit juste l'atteinte à l'honorabilité. Et ça c'est un peu... Bon, des questions juridiques, bon, peut-être que ce n'est pas l'objet, peut-être dans d'autres circonstances. Donc il faut que les faits soient précis, donc vrai ou faux, bon, ce n'est pas le plus important. Alors la liberté de presse garantit le travail du journaliste qui doit enquêter, donner des informations. Donc quand le journaliste enquête, donne des informations, maintenant avec la diffamation comme épée de Damoclès, les conséquences, ça va un peu entraîner la violation de la liberté d'expression. Parce qu'il y a toujours l'épée de Damoclès. Et puis la diffamation est souvent interprétée de façon à géométrie variable. Comme si on introduit les faits, la loi au Sénégal est devenue à géométrie variable. Pour les mêmes faits, on voit des mesures différentes. Donc tout ça, ça interpelle. Donc, mais, comme disait Biram, pour en revenir au contexte sénégalais, je pense qu'on peut d'abord, si on regarde le cadre juridique des médias, les médias, dans l'ensemble, je dis en général, le cadre juridique est relativement favorable. Et je pèse bien mes mots, relativement favorable. Mais il y a quelques limites, comme par exemple le code de la presse de 2017, prévoit des peines privatives de liberté pour les journalistes. Il y a aussi l'absence de la loi sur l'accès à l'information. Donc c'est un cadre juridique qu'on peut dire mitigé. Il y a un environnement plus ou moins favorable, mais avec quelques contraintes qui pèsent sur le dos du journaliste. Et pour toujours expliquer ce contexte par rapport à cette question, pourquoi, au nom de la diffamation, on restreint la liberté de la presse. Au Sénégal, depuis quelques années ou quelques mois, on peut expliquer ce phénomène par aussi le contexte économique. Parce que on ne peut pas nier que l'environnement économique n'est pas très favorable aux médias. Et la situation aussi des journalistes, souvent dans les médias, pose problème avec une certaine précarité. Et de plus en plus, on voit une autre façon, une marchandisation de l'information, une politisation de l'information, et ça entraîne, les médias sont dans une situation de bipolarité. De plus en plus, on interpelle les médias en tant que pro ou contre le régime, de plus en plus. Parce que quand on entend un média, on dit, ah, c'est les médias de l'opposition. Non, c'est les médias du pouvoir. Et là, ça pose problème. Et ça aussi, ça peut s'expliquer par le contexte qui fait que, une fois que le journaliste sort du cadre éthique, du cadre déontologique, attiré par la part des gains, ça pousse à des dérives. Donc c'est des injures, c'est des invectives de part et d'autre. Et la diffamation est là pour punir ceux ou celles qui ne sont pas dans les bonnes grâces. Bon. Suivez mon regard. Donc pas besoin de faire un dessin. Donc c'est ça la réalité. Donc le cadre économique, on n'en fait pas référence, mais ça pose problème. C'est la précarité qui pousse les gens à se politiser, à une marchandisation de l'information. Et ça implique une bipolarisation. Et ça, la question est souvent pécuniaire. Les gens vont où l'herbe est verte, c'est pour gagner de l'argent.
et même dans l'autre camp aussi, pour d'autres considérations. Mais toujours est-il que le parti pris explique cette situation. Maintenant, si on en vient au contexte politique, la liberté de la presse en général, et, et la politique ont toujours été un couple, comme dirait mon prof, un couple incestueux. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Même pendant la période coloniale, en 1856, Faidherbe avait créé le Moniteur. Le Moniteur qui était, à l'époque, il y avait le monopole dans les colonies. Parce que n'oublions pas, les 4 communes parlaient de la France. Donc, il y avait un monopole. Au Sénégal, l'information était monopolisée par le Moniteur qui était contrôlé par le gouverneur Faidherbe. Et donc, on voit clairement la ligne éditoriale. Et d'ailleurs même, le Moniteur est devenu, plus tard, le journal officiel du Sénégal, des années plus tard. Et quand en 1881, en France, on a voté la loi sur la liberté de presse et d'expression, en 1881, la première conséquence, c'est l'émergence au Sénégal de journaux dits d'opposition au gouverneur Faidherbe. On a vu le Réveil, on a vu le Petit Sénégalais. Donc c'est des journaux qui sont positionnés immédiatement en opposition, en faveur de la loi de 1881. Parce qu'une fois que la loi est appliquée en France, elle est valable pour les 4 communes, qui sont directement liées à la France, parce que les 4 communes étaient des citoyens. Ouais. Donc il y a une implication même dans la politique. Et cette situation-là a créé aussi le même contexte. Avec à l'époque beaucoup de procès, beaucoup d'arrestations pour cause de diffamation. Et la sanction frappait surtout. Et puis à l'époque, n'oublions pas, les journaux qui se créaient pour s'opposer à Faidherbe, ils n'allaient pas mourir par l'information. C'était des journaux créés par des hommes d'affaires bordelais. Donc qui créaient des journaux pour défendre leur business. Ce n'est pas des gens, ce n'est pas des philanthropes, ce n'est pas des gens qui voulaient faire la liberté d'information pour informer les Sénégalais. Non, c'était des journaux qui étaient manipulés par des hommes d'affaires, notamment bordelais. Donc pour défendre leur intérêt au Sénégal. Et vous voyez les invectives entre le Moniteur et les journaux d'opposition, le Réveil et le Petit Sénégalais, avec cette situation similaire. Beaucoup d'arrestations, beaucoup de procès pour diffamation. Donc la situation n'est pas nouvelle. Ça n'est pas d'aujourd'hui. Donc, mais aujourd'hui, ça s'est prolongé. On a vu tout homme politique qui est arrivé au pouvoir. La première chose, c'était d'avoir son journal. À l'époque, on ne parlait que de journal. À dire que c'est de la presse. Il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas la télé. Mais tout opposant, on a vu avec Blaise Diagne, la première chose qu'il a faite, c'est de créer son journal. Ngalandou Diouf, la première chose qu'il a faite, c'est de créer un journal. Lamine Gueye, la première chose, c'est de créer un journal. Senghor, même chose. Donc, le journal est avant tout un instrument de combat, pas seulement d'information. Vous voyez. Et quand la presse devient pas seulement outil d'information objective, mais de propagande, de combat politique, on voit les dérives en termes d'effectifs, en termes de procès, diffamation, par-ci, par-là. Donc, c'est tout à fait logique. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau, mais le phénomène prend des formes nouvelles. Et plus tard, on a vu sous Wade. Bon, les journalistes, à raison ou à tort, ont eu la prétention de dire, légitime ou pas, que s'il y a eu alternance, c'est grâce aux médias. Bon, c'est un sujet ouvert. Mais moi, je ne suis pas persuadé. Ils ont contribué, mais ce n'est pas grâce aux journaux, aux médias que la alternance est faite. Donc, quand le président Macky Sall est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu très rapidement les gens qui attaquaient Wade sur le terrain politique, des journaux, des radios et télé, ont été récupérés par le pouvoir en place. C'est ce que Idriss Seck, quand il était opposant, appelait les dames de compagnie. Ouais. Donc, c'est un phénomène qui a toujours persisté au Sénégal. Mais c'est l'environnement politique, l'instrumentalisation des médias à des buts politiques, à des buts économiques, qui entraînent cette situation. Parce que l'objectif, ce n'est pas l'information objective. Quand l'information a des soupassements politiques, des soupassements partisans,
il y a des partis pris. Et le camp qui a la force réprime immédiatement. Et au Sénégal, on a vu aujourd'hui un environnement, objectivement, il y a un environnement de répression. Et comme disait quelqu'un, bientôt la prison va devenir un camp de vacances. Maintenant, quand on va demander un emploi, dans le CV, le fait d'avoir fait la prison fera bonne impression. Ça va montrer qu'à un moment donné, on a refusé. Et peut-être les recruteurs vont demander dans les conditions d'avoir fait la prison. Ça devient valorisant. Parce qu'à force de mettre la prison, on va arriver à une banalisation. Mais la question demeure. Et ça pose une double question. L'instrumentalisation de la presse, d'une fois, par les acteurs, et d'autre part, l'instrumentalisation de la justice pour faire face à l'instrumentalisation de la presse. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas un phénomène c'est pas un phénomène nouveau. C'est depuis la période coloniale, depuis Ferrer, tous les hommes politiques se sont inscrits dans ce sillage. Et aujourd'hui, le problème, c'est que dans les deux camps, il y a un problème. Au niveau des médias, il y a un problème. Et il y a un opérateur économique, il y a quelques années, qui a lancé un propos très révélateur. Il a dit maintenant, je vais créer mes organes de presse comme tout le monde pour me défendre. Donc, dans ce moment-là, on s'interroge. Ah, il dit que j'ai encore droit à 15 minutes. Merci, Biro. Ah, c'est 5. J'ai compris 15. Est-ce que vous voyez? L'opérateur a dit, maintenant, comme tout le monde, je vais créer mon organe de presse pour me défendre. Dans ce cas-là, où est l'information? C'est quoi le fondement du projet? Donc ça veut dire que ces médias deviennent un instrument de combat. Donc la dimension communication, la dimension information, ce n'est pas le plus important. Donc il faut avoir le prix. Comme ça, quand tout le monde crie, tu vas crier. Et tu vas crier peut-être à gauche pour la nuit être dans les arcanes de là où je sais. Donc moi je pense que c'est une interrogation des deux côtés. Au niveau des médias, c'est des questions aussi qu'il ne faut pas occulter. Parce qu'aussi, on a beau arrêter des journalistes, on a beau tuer des journalistes, les médias ne sont pas aussi toujours innocents. Même si rien ne justifie une arrestation arbitraire de partisans, rien ne justifie. Mais ici, il est important que les partis, souvent, fassent leur prospection. Et on a vu aujourd'hui, avec la floraison des médias traditionnels, avec les nouveaux médias, de plus en plus, pour avoir l'information, souvent on n'a plus besoin d'écouter la radio et la télé. Il suffit d'aller sur Facebook, il y aura déjà une tendance de ce qui se passe. Et tout le monde n'a pas envie d'approfondir l'information, ça n'intéresse pas les gens. C'est juste le scoop, il s'est passé ça, il s'est passé cela. Donc, et puis il y a une pipolisation. Et les dérives sont vite là. Et souvent aussi on dit, oui on le fait parce que les gens ne sont pas toujours formés. Moi je ne suis pas d'accord. Dans les médias, on dit oui, il n'a pas éthique et déontologie parce qu'il n'est pas formé. Mais si on regarde de près, on a des gens qui sont sortis de très bonnes écoles, de très grandes écoles, et tout le monde sait qu'ils ne sont pas blancs comme neige. Donc ce n'est pas la question de la formation. L'éthique, on ne l'apprend pas à l'école. La déontologie, on peut apprendre des règles. Mais l'éthique, on ne l'apprend pas. C'est ton éducation, on ne l'apprend pas. Et pour être bon ou mauvais, on n'a pas besoin d'apprendre à aller à l'école ou non. Si on est bon, c'est l'éducation, même si on est alphabète. Si on est mauvais, on a beau faire Harvard, Yale et Oxford, ça ne change rien, on est malhonnête. On est malhonnête. C'est un fait. C'est comment tu es que... Dis-moi comment tu es, je te dirai comment tu travailles. C'est aussi simple que ça. Donc, et je pense que c'est cette situation qui a conduit aujourd'hui que pour un oui ou pour un non, le journaliste est arrêté pour diffamation. Et quand on voit tous les gens qui sont arrêtés, tous les gens qui sont réprimandés, tous les gens qui sont persécutés,
c'est les gens d'un bord donné. C'est les gens d'un bord. Ce qui est interdit à Jean est admis à Pierre, vu que Pierre est une couleur. Et ça pose la question de la justice. Et puis l'autre chose, c'est diffamation. On dit oui, il ne faut pas détruire nos institutions. Les magistrats, les ministres, les députés, qui les paye? C'est vous, c'est moi. C'est l'argent du contribuable. Et la redevabilité. Si un magistrat fait des actes qui montrent qu'il est corrompu, pourquoi le citoyen n'a pas le droit de dire que ce magistrat est corrompu? Il est qui le magistrat? Est-ce que le magistrat est au-dessus de la loi? Si le médecin est mauvais, on dit c'est mauvais. On va jamais t'interpeller. Si tu fais aujourd'hui un papier, dire que le docteur Ndiaye est un mauvais médecin, il est corrompu, personne ne va t'arrêter. Ça n'intéresse personne. Mais pourquoi quand on dit un magistrat est corrompu, hop, c'est le bâton. Mais le magistrat, c'est un citoyen qui est payé par notre argent. Donc on a le droit d'interpeller nos magistrats, nos ministres, nos députés. C'est ça la vraie question. C'est ça la grande question. Il est qui le magistrat? Il n'est pas au-dessus de loi. Il est qui un général d'armée? C'est un général, c'est un citoyen comme tout le monde avant tout. Avant d'être militaire, il est citoyen, il est sénégalais. S'il fait mal, pourquoi on ne dirait pas qu'il fait mal? Parce que nous, on est citoyens. Et le peuple est souverain. Maintenant, au Sénégal, la question du peuple souverain est renvoyée au clan grec. Ce n'est pas le peuple qui est souverain, c'est le bâton qui est souverain. Et maintenant, bon, ça commence à chauffer. Bon, il faut mettre le frein. Birame, il est devenu un hors-la-loi et un tyran. Bon, maintenant, comme je dis, il faut, au lieu de se lancer des effectifs, je pense qu'il faut que les gens prennent du recul. D'abord au niveau des médias. Heureusement, il y a des organes de régulation, il y a le Corée et d'autres qui font beaucoup d'efforts qu'il faut reconnaître. Mais je pense que c'est des organes qui gagneraient à être renforcés dans leur puissance. Et puis aussi, comme je dis, assainir un peu l'environnement. Qui peut créer au Sénégal un média? Qui peut ne pas créer un média? Revoir même ses critères. Et le danger, c'est qu'au Sénégal, une fois, il y a quelques années, un gars est venu me voir en me disant, boy, j'ai une fréquence, qu'est-ce que je dois faire avec? Il dit, où est-ce que tu as la fréquence? Il me dit, c'est le président qui m'a donné. Depuis quand le président donne des fréquences? Donc il y a tout cet environnement-là, le gouvernement des médias, renforcer les organes de régulation, voir les conditions d'attribution. Dans beaucoup de pays, chaque année on fait des appels à candidature. Radio privée commerciale, radio privée communautaire, voilà les conditions pour subventionner. Et avec des commissions transparentes, étapes transparentes. Aujourd'hui, il n'y a pas de transparence. L'instrument, c'est avoir le blanc long, on a sa fréquence. Et puis maintenant, on demande qu'est-ce qu'on va en faire. Et je pense qu'il y a un assainissement. Et aussi au niveau de la justice, il faut aussi qu'on ait des magistrats beaucoup plus responsables. En France, on a vu pendant les événements, avec la répression de la loi votée par... enfin, je ne sais pas comment l'appeler, c'est pas voté. Comme disent les Français, le poursuite de Macron, avec les emprisonnements, on a vu les magistrats sortir un communiqué en disant on n'est pas là pour condamner les citoyens. Ils ont libéré tout le monde, sauf les gens qui ont fait des délits vraiment qui étaient constatés. Mais la plupart des magistrats ont fait communiquer en disant on n'est pas là pour sanctionner. Il faut aussi que les magistrats fassent leur part de responsabilité. C'est des citoyens. Donc chacun a sa responsabilité à assumer. Et je pense que tout ça autour d'une table, je pense que les gens pourraient arriver à quelque chose. Bon. On va refroidir le moteur. Hein. Je vous remercie. Merci Oumar. C'est ça. Donc il faut le laisser le temps de se refroidir un peu. Merci Oumar pour cette belle introduction. Et je pense que vous êtes revenu sur le contexte en disant, en résumé, que les médias et les journalistes d'une façon générale sont victimes d'un contexte politique et de la précarité économique. Et voilà, cette précarité fait que les journalistes ont toujours recours à des méthodes qui ne sont pas en conformité avec l'éthique, avec la déontologie, et ce qui fait que ils sont exposés à
à des arrestations, à des emprisonnements, etc. Donc, et comme recommandation, vous avez déjà préconisé l'introspection, une remise en cause. Est-ce que les journalistes même connaissent mieux le code de déontologie du Sénégal? Bon, ça, c'est des questions qui se posent à nous. Et d'autres questions ici qui se posent, c'est les autres acteurs de la démocratie. Parce qu'au fond, cette liberté de presse, cette liberté d'expression ne nous appartient pas. Il nous faut une gestion beaucoup plus intelligente de l'exercice de la liberté d'expression. Un petit monitoring qui est fait à partir de 2004. 2004, c'est l'année où on avait arrêté Madiambal, par exemple. On se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a diffamation, on y ajoute le plus souvent diffusion de fausses nouvelles. Et ça complique la procédure. On ouvre une information judiciaire. Et tout ça aussi, c'est des moyens de mettre le journaliste en prison. Donc, il y a aussi cet aspect qu'il faut peut-être revoir au niveau des écoles de formation, parlant de la formation, c'est de mettre l'accent sur le droit des médias. Je pense que c'est un aspect important. Et c'est une transition que je trouve pour donner la parole à Dr Yacine Diagne, qui est formatrice au CESTI, journaliste, docteur en sciences politiques, et qui va aussi introduire un point sur la liberté de la presse. Et je lui avais posé une question en venant, c'est Yacine, où s'arrête la liberté de la presse? Merci, vous avez la parole. Merci Biram, merci Grand Omar, que j'ai connu, peut-être qu'il l'a oublié, non, mais j'ai dit grand parce que quand je préparais ma thèse, j'ai eu l'occasion de venir enquêter à Pékin sur la démocratie participative et le rôle des médias dans ce système démocratique. Merci, bonjour à tout le monde. Avant de répondre à ta question, Biram, j'aimerais juste dire quelque chose. Omar l'a un peu brossé. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on fasse notre autocritique et arrêter de dire c'est la faute à l'autre. Parce que ce qui se passe dans les médias aujourd'hui, c'est inadmissible. Nous, en tant que professionnels des médias, quand on entend certaines choses ou certaines productions, on tombe de l'armoire. Quand on prend l'article 255, je parle sous le contrôle de Daoud Amin, du Code pénal, il stipule que la publication, la diffusion, la divulgation, la production, etc., faites ou non, de mauvaise foi, aura entraîné la désobéissance aux lois du pays ou porté atteinte au moral de la population, etc. C'est cet article-là, au fait, qui pose le débat entre sur les rapports entre la liberté d'expression, la liberté de la presse et ce qu'on appelle la désinformation aujourd'hui. Mais le problème qui se pose, cette désinformation même, ce concept, est devenu un fourre-tout. On met tout là-dedans, mésinformation, malinformation, parce que les acteurs mettent tout là-dedans. Mais quel est le problème? Ça a toujours existé, la désinformation. Ça a toujours existé avant l'arrivée des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a changé? C'est la manière de produire la désinformation et les acteurs qui produisent la désinformation. C'est ça qui a changé. Qui sont ces acteurs-là? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que ce sont des journalistes ou des complotistes, comme on a l'habitude de le dire en sciences politiques? Nous avons vu récemment, en tout cas au Sénégal, nous sommes tous dans le milieu des médias, que certains journalistes vont puiser de l'information, en tout cas s'informer via les réseaux sociaux. C'est le contraire qui devrait se faire. C'est aux complotistes, en tout cas aux acteurs qui animent les réseaux sociaux, qu'on peut appeler par extension les médias sociaux, qui devraient s'informer via les médias dits traditionnels. Et pas le contraire. Je parle également sous le contrôle de Ndiaye Diop et de Kanouté et Thior. Avant nous, dans les rédactions, quand on faisait un papier, notre hantise, c'était quelqu'un appelle à la rédaction pour demander un droit de réponse. On avait honte d'être présent à la réunion de rédaction suivante. Parce qu'on se disait, nos confrères, consoeurs nous regardent comme des non-professionnels. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On dit, je publie, de toutes les façons, il y aura un droit de réponse.
Donc, on entre dans le journalisme fast-food, la rapidité. Et de ce fait, est-ce que maintenant, on peut dire c'est la faute au pouvoir public en sachant qu'il y a des lois et nous avons accepté ces lois-là parce que ces lois sont légitimes et légales et s'imposent à nous parce qu'avant d'être journalistes, nous sommes des citoyens d'abord. Ou est-ce qu'on va continuer à suivre la tendance des réseaux sociaux et être dans la rapidité, aller s'informer via les réseaux sociaux en se disant, oui, on veut faire le buzz parce qu'il faut qu'on aille vite, parce qu'il faut que les auditeurs puissent avoir l'information à temps avant que telle chaîne ou telle chaîne donne l'information. C'est ça qui se passe, c'est ça la réalité. Qui est journaliste? Qui ne l'est pas? Est-ce que quand on fait des lives, en se disant je suis affilié à un parti politique, on est journaliste? Certes, on peut avoir sa carte de presse, mais est-ce qu'on remplit les conditions nécessaires, les critères pour être un journaliste digne de ce nom? Ce sont des questions qu'on devrait se poser avant d'accuser notre vis-à-vis, les pouvoirs publics. Parce qu'ils font leur travail, certes, ça peut être mal fait, mais nous avons aussi des droits et des devoirs vis-à-vis du citoyen ordinaire à qui on doit une information juste et vraie, vérifiée. Les faits sont sacrés, le commentaire est libre. Aujourd'hui, ce qu'on entend, ce sont des commentaires. Et donc, je disais, tout ça est arrivé parce que nous avons vu dans l'espace médiatique l'irruption de ces nouveaux acteurs-là et l'irruption de ces nouveaux médias qui sont les réseaux sociaux est tenue par des complotistes. La preuve, quand vous diffusez une information, si ça plaît à certains, ils vous applaudissent par des commentaires. S'il ne plaît pas à d'autres, ils vous dénigrent via des commentaires. Et de ce fait, vous allez voir, il y a certains journalistes qui ont de très belles plumes, qui faisaient des chroniques extraordinaires en période de pré-campagne électorale, ils ont peur de prendre le micro aujourd'hui. Parce que ces grands journalistes-là, ils sont là au Sénégal. Nous les connaissons. Mais ils ne vont pas, j'en suis sûre, que Ndiaye, si on lui dit aujourd'hui de faire une chronique sur la campagne électorale, il peut bien le faire, il a les capacités de le faire, mais il ne va pas le faire parce qu'il protège aussi sa vie privée. On est arrivé là. Et ce sont des jeunes journalistes, malheureusement, qui le font. D'où le problème de la formation que je pose. Peut-être on ne sera pas d'accord avec Omar, mais moi, je tiens à la formation. Ce métier maintenant est ouvert à tout le monde. Mais ça c'est pas un problème typiquement sénégalais. C'est partout pareil parce que c'est la définition même de qui est journaliste. C'est dans la définition que ça pose problème. Parce que quand on dit c'est quelqu'un qui vit de ses revenus, en gros, ça veut dire que n'importe qui a son stylo ou son dictaphone ou en tout cas son téléphone portable pour pouvoir filmer, cette personne-là, s'il vit de ces revenus-là, peut se dire journaliste. Et je pense que le Corrègue ou d'autres, ou le Saint-Pix, je vois Bamba qui vient d'arriver, peuvent en tout cas essayer de faire, d'organiser des ateliers de formation, même ceux qui n'ont pas eu la formation, bon j'anticipe sur les recommandations, ceux qui n'ont pas eu, je vais revenir, mais c'est parce que je pars sur cette direction, ceux qui n'ont pas eu la formation, n'ont pas eu la chance de fréquenter une école de formation digne de ce nom, pourront, je ne sais pas, organiser quelque chose pour les aider à avoir d'autres compétences. Il y a Omar Seck Ndiaye qui est là et il y a d'autres. Donc, si on entre dans ces systèmes de désinformation-là, vous voyez bien que les politiques aujourd'hui utilisent ce système de désinformation pour amener certains journalistes à relayer l'information. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Quand un politique a une chaîne YouTube et il va dire « j'ai pas besoin des médias traditionnels », c'est faux en communication politique, c'est archi faux. Tous les politiques ont besoin des médias traditionnels. Ce qu'ils cherchent, ce qu'il a dit en live hier soir, que ce soit repris le lendemain matin par les journaux, par la revue de la presse, à la télévision, et que les débats tournent autour de ça. C'est ça son but, au fait. Parce qu'autrement, il n'a aucune chance d'être entendu, surtout un pays comme le Sénégal où la connexion, vous savez comment ça se passe, surtout dans certains endroits. Je ne suis pas sûre que la connexion à Fonguelemi soit pareille que la connexion à Dakar ou autre. Et même à Dakar, souvent je le dis à mes étudiants, quand vous vous connectez, c'est pour autre chose, mais ce n'est pas pour s'informer, ni pour lire. Donc vous voyez que les médias dits traditionnels existent encore et ont leur place. Mais ces médias-là,
il y a un autre problème qui se pose, c'est la crise de la confiance. Les auditeurs, les téléspectateurs, les lecteurs n'ont plus confiance en nous. Ils n'ont plus confiance en nous. Quand on dit c'est le journaliste qui l'a dit. Parole de journaliste. Parce que nous sommes trop dans le commentaire et le parti pris. Et nous ressemblons du coup aux complotistes qui sont dans les réseaux sociaux. Parole de journalistes, ils ont plus confiance d'ailleurs aux réseaux sociaux qu'à nous, journalistes professionnels. Est-ce que vous voyez? L'autre problème qui se pose, c'est la crise économique. Parce que comment un média peut recruter un jeune qui s'est spécialisé dans un médium, par exemple radio? Il arrive dans une rédaction, il doit faire une production en radio pour 12 heures, en télévision pour la même heure, en presse écrite et les sites web, écrire un article. Mais il ne peut pas faire son travail correctement. Il faut se dire les choses. Mettez-vous à la place de ce jeune-là. C'est impossible. Donc, du coup, ce jeune-là, qu'est-ce qu'il fait? Il a une pression qui vient de sa hiérarchie, son rédacteur en chef, il va être dans la précipitation. Il n'aura pas le temps d'aller vérifier l'information. Et où il aura tendance à dire, en rentrant du reportage, dans le véhicule, j'ai lu une information via un tel réseau social, ben, je vais le mettre pour remplir mon devoir de journaliste dans la rédaction. Donc, je pense que le problème qui se pose aujourd'hui, Biram, c'est le problème de la formation. Former les journalistes en fact-checking, vérification des faits, et tout ce qui est en lien avec les réseaux sociaux. Mais aussi former les journalistes en éthique et déontologie. C'est important. Pour tout journaliste, droit des médias, c'est vrai que bon, chaque fois que je parle du CECI, chacun presse pour sa paroisse. Au CECI, ça se fait. Encore. Et ça se fait très bien, j'espère. Même s'il y a des dérives, hein, on ne va pas dire que tous les Céciens sont blancs comme neige. Il y a certaines dérives qui nous font mal. Mais bon, nous sommes des humains aussi. Mais je pense que le problème de la formation est crucial et il y a une urgence concernant la formation et aussi l'éducation aux médias. L'éducation aux médias. Il faut que les gens qui n'ont plus confiance en nous, qu'on leur dise comment on travaille, comment nous faisons notre production. Ça, c'est important. Merci. Merci Yassine. Merci pour cette théorie des complotistes. En tout cas, vous êtes largement revenu sur la responsabilité des acteurs. Je veux nommer les journalistes. Donc, et cet amalgame que nous vivons aujourd'hui, on ne sait pas qui est journaliste. Je pense qu'il y a le président de la commission de la carte de presse, il y a le COREP qui est là. Et je pense qu'ils auront le temps de nous dire qui est journaliste et qui ne l'est pas. Et vous avez souligné un aspect important qui rentre carrément dans la liberté de la presse, c'est la liberté de ton. Ça aussi, c'est un aspect qui a beaucoup évolué au Sénégal. Bon, on se rend compte que même dans les médias, il y a certaines analyses maintenant qui sont plus ou moins évitées. Il y a même des termes qui sont évités par les journalistes. Et ça aussi, c'est un élément fondamental. Et bon, au Sénégal, les médias étaient quand même réputés, critiques, etc. Mais quand on observe bien les débats dans les médias, on se rend compte que quand même, de plus en plus, il y a des concepts et des termes qu'on évite. Et donc, vous avez parlé de la désinformation, effectivement. C'est le contexte global que nous vivons et le contexte de manipulation. Donc le contexte politique aidant, chaque parti, maintenant, chaque leader politique a son média. Donc nous sommes revenus à la presse d'opinion, il faut le dire. Et chacun essaie aussi d'imposer son agenda. Donc nous sommes dans un contexte d'agenda building. Et pour vous, la principale solution, la recommandation que vous donnez, c'est la formation de base. Donc, retourner à l'école, apprendre la déontologie, se former au fact-checking, etc. Bon, moi, personnellement, en tant que spécialiste du fact-checking, je veux dire que le fact-checking vient en aval, quoi. L'information est déjà sur la place publique. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de dégâts entre-temps, après le fact-checker va prendre pour chercher, pour infirmer ou confirmer. Parfois, c'est un peu tard. Hein. Donc, mais il faut se former aux nouvelles tendances du journalisme. Donc, globalement,
nos deux panélistes sont largement revenus sur le contexte sénégalais. Qu'est-ce qui explique que les journalistes vont maintenant de plus en plus en prison? Le contexte économique, le contexte politique et la responsabilité même des acteurs